bonsoir, mesdames et messieurs. Et puis, Karen Barry m'a fait l'honneur et la gentillesse de me nommer modérateur de cette soirée. Donc, en deux mots, qui suis-je? Enfin, je suis Paul Smith, je suis historien. J'étais autrefois au ministère de la Culture à la Direction Générale des Patrimoines. Je fais partie aujourd'hui de l'association Rail et Histoire et je fais également partie d'une association qui s'appelle le CILAC, le Comité d'information et de liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel. Donc en tant que modérateur, c'est mon privilège de présenter très rapidement les trois intervenants, à commencer bien évidemment par la star de la soirée, qui est Karen Barry, donc, qui est l'auteur de l'ouvrage dont nous allons parler ensemble. Karen est historienne, elle est historienne de l'architecture, elle est historienne de l'architecture, notamment des gares ferroviaires, et elle est l'auteur d'un livre qui a fait date, Les grandes gares parisiennes, édité à la délégation artistique de la ville de Paris. Livre sans date, d'ailleurs. Vous cherchez, je ne l'ai jamais trouvé. Enfin, toujours est-il, Karen est donc professeur émérite de l'école d'architecture, d'abord Versailles, ensuite la Villette. Et puis, elle est membre également du comité scientifique de l'association Rail et Histoire, où elle anime des axes de recherche, notamment sur l'histoire des gares et l'impact des gares sur l'organisation urbaine, notamment en Île-de-France. Voilà. Et donc, Karen va prendre peut-être un peu de temps, mais je procède pour présenter celui qui sera notre deuxième intervenant, qui est Francis Bossir, qui est géographe, quant à lui, qui est géographe également professeur d'université à Paris 1, je crois, et puis également enseignant aux Ponts et Chaussées, et qui, en tant que géographe, s'est toujours intéressé aux questions des rapports, des réseaux sur les territoires, et qui est également un grand amoureux des chemins de fer, longtemps directeur, président, je me souviens, du comité scientifique. Président, voilà. Donc, Francis va prendre la parole, et ensuite, c'est au tour de Bertrand Lemoine. Vous connaissez sans doute, il est souvent à la télévision. Il y a une émission sur Gustave Eiffel, Bertrand Lemoine n'est pas loin derrière. Donc, Bertrand, il est trois casquettes, il est historien, architecte, ingénieur, ancien président de l'Académie d'architecture, ancien président, encore plus important, du CILAC, et donc auteur également de plusieurs ouvrages qui ont fait date. L'histoire de l'architecture métallique, en ce qui me concerne, ça a toujours été un livre très précieux. Et plus récemment, on va en parler prochainement, cette somme sur l'histoire de l'architecture des gares. Voilà. Alors maintenant, ma responsabilité en tant que modérateur est provisoirement achevée, et je donne la parole à Karen, qui va présenter cet ouvrage sur deux projets avortés pour un chemin de fer qui n'a jamais été construit. Merci beaucoup, Paul, de cette introduction. Mais je voulais, avant de parler des projets de chemin de fer pour être implanté sur la voie de halage du canal de l'Ourcq, j'aimerais juste mentionner et annoncer qu'on aura la chance à l'association Rail et Histoire d'accueillir à nouveau Bertrand Lemoine pour une rencontre autour de son ouvrage, justement, Une histoire des gares en France. Donc on va organiser à l'association Rail et Histoire la semaine du 21 octobre une rencontre dont les membres du comité scientifique ont demandé depuis plusieurs mois l'organisation, par une rencontre autour de l'ouvrage de Bertrand Lemoine, Une histoire des gares en France. Voilà. Donc, pour l'instant, je propose de parler un petit peu de cet ouvrage, Le chemin de fer du canal de l'Ourcq, projet et débat, autour justement de projets non réalisés.
donc, quelques mots sur le chemin qui m'a amené à m'intéresser à ces projets, puis quelques mots aussi sur les enseignements que j'ai tirés de ces recherches sur ces projets. En fait, là, ce qui m'a amené à travailler sur ces projets, c'est surtout que par rapport à les travaux mentionnés par Paul Smith sur les grandes gares parisiennes au XIXe siècle, qui remontent aux années 80 en fait. Et donc, dans le cadre de ces travaux-là, je me suis intéressée j'ai trouvé que la question du choix des sites d'implantation des gares parisiennes méritait d'autres éclairages. Hein. C'était complexe, c'était beaucoup plus complexe que je ne le pensais. Et dans le cadre de ces recherches, j'avais vraiment le souhait de développer encore plus de connaissances sur la période de première implantation de ces gares pendant les années 1830-1840, une période que je trouve en fait plutôt négligée par l'historiographie, où on met l'accent beaucoup sur Haussmann à Paris et cette période antérieure où des choses structurantes en fait ont été développées, il me semblait, n'étaient pas autant étudiées. Voilà. Donc, en essayant de mieux comprendre la question des comment s'est fait le choix des sites d'implantation des gares parisiennes, et plus particulièrement donc des gares du Nord et de l'Est sur lesquelles j'avais travaillé dans le cadre d'un programme de recherche, c'était la question du choix du site d'implantation de la gare de l'Est, ouverte en 1849. Et donc, dans le cadre de ces recherches, j'avais beaucoup exploité une étude datant des années 1930, réalisée par un historien cheminot, en fait, richissime, hein, en 3 volumes d'études et un 4e volume sur les sources. Et donc, c'est un auteur que je trouvais extrêmement fiable, vraiment une référence très riche pour moi, mais j'ai trouvé des ambiguïtés dans ce qu'il disait justement sur ma question. Pourquoi la gare de l'Est est là, à côté de la gare du Nord, en fait, pour aller vite. Et donc, lui, il affirme tantôt que le choix du site de la gare était déterminé par le tracé du premier tronçon entre Paris et Meaux. Tantôt le contraire, que le tracé du premier tronçon était déterminé par le choix du site d'implantation de la gare. Ce qui m'avait un peu surprise parce que cet auteur me semblait extrêmement savant sur ces questions. En fait, avec le recul, j'ai compris que en fait, c'est une question qui n'a pas une seule réponse. Ça dépend, je pense. Mais voilà, c'était cette question qui m'avait amené à travailler sur un fonds d'archives, en fait, conservé aux Archives nationales, qui traitait justement de projets sur une ligne entre Paris et Meaux, avant le choix de tracé de la gare, de la ligne Paris-Strasbourg. Donc, c'était des archives, des enquêtes publiques sur 4 projets proposés pour une ligne entre Paris et Meaux, dans cette période de grande incertitude, en fait, avant la loi sur les chemins de fer de 1842. Et donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir hein, sur ce plan, mais en fait, ce fonds concerne 4 projets. Hein. Il y a 2 premiers projets qui étaient proposés l'un par une équipe d'ingénieurs civils très connus, en fait, qui ont eu une grande carrière au cours du XIXe siècle, autour de Eugène Flachat, donc un ingénieur civil libéral, hein, avec son demi-frère Stéphane Mony et Jules Petier. Et donc, lui propose une ligne entre Paris et Meaux, avec de grandes études sur le marché, le transport entre Paris et Meaux. Donc, c'était vraiment une étude très, très développée. Puis, un autre ingénieur des ponts, Alphonse Baude, qui propose un projet concurrent. Donc ça, c'était les 2 projets qui étaient proposés en conditions ordinaires, qui, une fois que les autres projets arrivent pour être implantés sur
voies de halage du canal de l'Ourcq vont proposer un projet combiné. Hein, de rivaux, ils vont devenir alliés et proposer une ligne combinée qui est là en rouge. En fait, donc ici, on voit que le projet qui suit le canal de l'Ourcq a la particularité de comporter des petites courbes, ce qui rend le projet plus compliqué pour un chemin de fer. Voilà, donc juste pour expliquer un moment le type de document qu'il y avait dans ce fond, c'était donc plusieurs cartons de documents relatifs aux enquêtes sur ces projets, en fait, des enquêtes publiques. C'était une exigence récente. Hein, la loi qui obligeait d'organiser des enquêtes sur ce type de travaux datait de 1833, et puis la précision, hein, la définition de comment vraiment elle allait être organisée, donc les ordonnances, arrivent en 1834. Donc c'est une démarche nouvelle, hein, qui date de ces années 1830. Et donc juste pour noter que pour moi, ce qui apportait une particulière richesse à ces documents sur le plan de l'histoire sociale, économique et industrielle, c'est qu'on a donc les notables, hein, qui vont débattre de ces projets. Donc on a les principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, les négociants, les armateurs d'établissements industriels. Voilà, donc on a des notables, les maires des petites communes, et donc on a des informations sur ces personnes qui étaient importantes à l'époque, qui sont un peu perdues, je pense, dans nos histoires. Et donc même pour la généalogie, je pense que ça peut être intéressant. Après, donc, aussi des industriels. Pour l'histoire industrielle, par exemple, quelqu'un qui apparaît souvent dans ces documents, c'est M. Proust, qui a une société plâtrière à Vaujour. Et donc, je vois qu'il y a un colloque, en fait, demain et après-demain sur l'industrie plâtrière en région parisienne, où intervient Jean-François Bellost. Et donc, on a après-demain. Voilà, donc, on a des pistes pour ce type de choses qui arrivent dans ces documents. Donc, on a les membres des commissions, on a les intervenants les personnes qui viennent écrire dans les registres ce qu'ils pensent du projet. Donc, là aussi, parfois c'est juste un X, et parfois des langues traitées. Eugène Flachat va arriver pour critiquer les projets de ses rivaux. Donc, il y a un débat technique qui a lieu dans ces registres. Et après, on a les comptes rendus des débats. Donc, on a, pour une sorte de morceau du temps de l'époque, par rapport à comment les gens réagissent à ces projets. Et aussi, on a les documents des projets qui sont souvent difficiles à interpréter. Hein. Donc, ces archives étaient dans un grand désordre. Donc, il fallait vraiment fouiller. Je me sentais souvent comme une sorte d'archéologue de documents, alors trouver un petit fragment dépoussiéré, essayer de comprendre quelle était sa place par rapport à l'ensemble. Et parfois aussi des documents cartographiques d'une extraordinaire richesse. Ce plan d'Alphonse Baude est long de 4 mètres. Hein. Je me suis mis sur un escabeau pour prendre des photos. Donc, d'une très grande précision, avec beaucoup d'informations sur le territoire de l'époque. Donc on apprend des choses sur l'organisation et la texture du territoire à cette époque. Donc les 4 projets proposés reposaient sur un marché avec la ville de Paris pour le transport par chemin de fer des matières de vidange entre La Villette et Bondy. Donc on voit le port d'embarquement des vidanges ici qui transportait les matières jusqu'à ce centre de traitement alors en construction.
Donc le projet de Bode était dans les conditions ordinaires. Les projets dont il est vraiment question ici sont des projets expérimentaux qui suivent la berge du canal. Voilà, donc ce sont des documents aussi qui peuvent témoigner des incertitudes de l'époque. Là, un autre immense plan, là, sur fond de carte d'état-major napoléonienne qui est mise à jour régulièrement, où on voit le projet Flachat pour un chemin de fer entre Paris et Meaux, représenté dans le cadre des chemins de fer existants et projetés à l'époque. Et on voit que on voit un peu mieux si on zoome, que la pensée à l'époque, encore à la fin des années 1830, c'est que les grandes lignes arriveraient à Paris jusqu'aux grandes villes et aux frontières et à la mer par les plateaux. C'était des lignes directes qui allaient avec le moins d'arrêts possible. Donc la ligne de Paris au Havre, Paris à la mer, partait du Clos Saint-Lazare, un site en fait qui sera occupé par la gare du Nord dans les faits. Mais le projet de la ligne de Paris à la mer, je pense dessiné par Henri Navier, et aussi la ligne de Paris à Strasbourg était dans une gare partagée avec la ligne d'Orléans, à la gare d'Austerlitz. Donc en fait, les questions qui n'étaient pas du tout résolues à l'époque, c'était le type de tracé qu'on allait avoir par les plateaux en desservant vraiment un minimum d'arrêts, ou ce qu'on va en fait décider, peut-être aussi suite au débat sur le chemin de fer de Paris à Meaux, qui était conçu pour desservir la vallée de la Marne, où il y avait des villes industrieuses à desservir. Donc c'était une autre manière de voir le rôle de chemin de fer dans le territoire. Donc, et puis cette question aussi des gares communes. Donc ici l'idée était que le chemin de fer de Strasbourg partagerait la gare avec le chemin de fer d'Orléans. Là aussi, on va voir, comme l'a montré Georges Ribet, que le gouvernement va vouloir protéger la concurrence entre les compagnies et donc imposer que chaque compagnie ait sa propre gare. Mais ici, à cette époque, tout était encore à décider. Et donc finalement, la ligne de Paris à la mer va faire faillite et va en fait être implantée à la gare Saint-Lazare. Donc tout était en débat et si les lignes, quel type de tracé, quel rôle pour les gares, et puis surtout les rôles respectifs de l'État et l'initiative privée. Et donc ce qu'on trouve dans ces documents, et que moi je n'avais pas compris pour ma part avant, c'était l'importance d'un courant de pensée qui défendait des chemins de fer imparfaits, des chemins de fer légers, et des chemins de fer qui pourraient être construits plus rapidement et à moindre coût. Et qui donc seraient moins réglementés, et que les réglementations concernant les courbes et les pentes seraient moins strictes, pour permettre d'avoir moins d'expropriation, notamment, et d'avoir un établissement moins coûteux. Donc, une des personnalités qui défendait cette approche de construction de nouveaux systèmes de transport, c'était l'ingénieur des mines saint-simonien Michel Chevalier, qui avait été un des plus importants promoteurs du nouveau système de transport, et avec son célèbre texte sur le système de la Méditerranée du début des années 30. Mais on voit que lui était un des grands défenseurs de cette idée qu'il fallait assouplir les règles et construire un système moins coûteux, et en s'inspirant en particulier, non pas des chemins de fer britanniques, qui avaient pris un peu d'avance sur ceux français, mais sur des chemins de fer
aux États-Unis. Parce que lui, il avait eu une mission contemporaine de celle d'Alexis de Tocqueville, en fait, pour aller étudier les voies de communication aux États-Unis. Et donc, c'est des grands albums très illustrés. Je vous montre juste pour vous donner une idée de type de documents qu'on trouve que Michel Chevalier renvoie en France pour montrer l'état de technique de transport aux États-Unis pendant ces années-là. Voilà. Donc ça, c'est lié à tout un autre débat et question étudiée par les ingénieurs de l'époque, cette question des courbes de petits rayons. Parce que Michel Chevalier, mais encore aussi d'autres grands scientifiques de l'époque, François Arago par exemple, défendaient cette approche. Il disait que la France n'avait pas les moyens qu'avait l'Angleterre pour construire des chemins de fer parfaits, avec de grandes courbes, avec des petites pentes. Donc voilà, il fallait s'inspirer des chemins de fer légers des États-Unis. Mais ça posait la question de comment prendre en sécurité des courbes de petits rayons. Eugène Flachat va dire que de toute façon, ce n'est pas possible, c'est la quadrature du siècle, ça ne sera jamais possible, des petits rayons ne pourront jamais être sur un chemin de fer. Mais on voit dans les études et toute une série de débats dans les pages de Annales des ponts et chaussées que des grands ingénieurs se posaient la question. Et à travers cette question, on voit aussi cette question de mathématisation des techniques, de comment rendre en formules et équations le processus physique des roues qui tournent sur les rails. Et cette question de mathématisation des techniques, c'était dans l'ouvrage de Bertrand Lemoine sur la construction métallique que je pense que j'ai vu plus clairement expliquer l'importance à l'époque de ces progrès dans la représentation mathématique de ces questions physiques, que moi, je comprends beaucoup moins bien que vous. Mais ce qui m'a interpellé aussi et que je trouvais intéressant, c'est qu'on voit un degré d'abstraction dans les recherches de certains ingénieurs qui doit être après corrigé. On revient un peu sur Terre. On voit Henri Navier, par exemple, dire il a un article sur le mouvement des wagons dans les petites parties courbes des chemins de fer. Et puis il est dans cette représentation géométrique et abstraite où il dit si la force horizontale n'est pas dirigée dans le plan de la roue, il faut alors admettre que la roue est maintenue verticale par une seconde rainure rectiligne placée en haut de cette roue. Et donc on lit ça, mais une ligne, on ne comprend pas en fait. Et puis moi je n'ai pas compris, et puis j'ai vu que les autres non plus. Et donc, juste quelques années plus tard, Jules Dupuy va répondre, et elle dit, mais on ne peut, comme le fait M. Navier, supposer au haut de la rue une rainure destinée à la maintenir verticale. Cette supposition jette l'auteur dans une considération d'un cas qui n'a aucune analogie avec ce qui se passe pour les chemins de fer, où les rainures sont toujours au bas de la rue et par conséquent très près de l'axe instantané. Donc, c'est-à-dire qu'il était tellement dans l'abstraction on parle de hors-sol, il a perdu le contact un peu avec la réalité. Et ce qui m'a intrigué aussi, c'était une citation peut-être un peu longue, mais un autre ingénieur qui a été très important pour justement l'analyse de l'économie des chemins de fer et pour insister sur le fait que des parcours partiels, en fait, que ce n'est pas que Paris-Strasbourg qui va apporter tout le rendement de la ligne, mais des arrêts intermédiaires. Et donc, il décrit un peu la complexité de ce qui se passe. Et moi, j'avoue que je n'avais pas vraiment réalisé combien le mouvement continuel d'oscillation verticale et trépitation plus prononcé que la vernis est assez grande, mouvement très compliqué, dû aux irrégularités qu'il faut trouver manière à représenter mathématiquement. Et c'est complexe, mais il disait que en fait, il faut quand même revenir à l'observation directe
pour bien comprendre exactement comment ça fonctionne. Et donc j'ai trouvé cet épisode intéressant par rapport à un moment dans l'évolution de la pensée, dans ce processus de mathématisation des techniques. Voilà. Après, il y avait l'autre question, c'est ce processus de professionnalisation des métiers et de ce que Antoine Picon a appelé la densification de métiers d'ingénieurs. Donc on a les ingénieurs publics, et puis on a des ingénieurs civils libéraux avec la création de l'École centrale des arts et manufactures en 1829. Donc on a des acteurs comme Eugène Flachat ou d'autres qui sont des ingénieurs civils avec leur agence, et donc ils ne sont pas ingénieurs publics. Et donc c'est une certaine concurrence. Et puis on a des sortes d'électrons libres qui arrivent, qui sont inventeurs, et donc vont s'octroyer le titre d'ingénieur civil. On ne sait pas s'ils ont eu une formation, sans doute pas, mais ils veulent se faire reconnaître comme ingénieurs par leur recherche et par leur invention. Donc, celui qui m'a fasciné un peu, c'est celui-là, Jean-Baptiste Léniel. On ne sait pas trop sur lui, sur sa vie quand il est né, mais on le trouve dans les articles de la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale. On le trouve aussi dans des rapports des académies des sciences. On le trouve aussi dans les rapports des annales des ponts et chaussées. Donc, on voit que ce sont ces instances qui vont reconnaître et légitimer ces inventeurs qui, par leur recherche, souhaitent être reconnus en tant qu'ingénieurs légitimes. Ici, voilà, donc c'est l'intérêt des petites courbes en milieu urbain, avec le système Léniel qui a été d'avoir des roues pas du même diamètre. Voilà, une autre personnalité qui arrive dans ces débats, c'est donc le dernier projet qui est présenté, c'est celui d'un ingénieur ponts et chaussées avec spécialisation artillerie. C'est Claude Arnoux qui donc avait travaillé sur la traction des armes. Donc il avait invité un système pour voitures, pour chemin de fer de toute courbure, ce que Eugène Flachat va appeler une macédoine mécanique dans ses critiques, dans les débats sur ces projets. Voilà. Et puis, une autre personnalité qui m'a fascinée aussi, c'était l'ingénieur des ponts un peu plus âgé, c'est Joseph Cordier, qui va dessiner un projet pour le premier projet qui propose de implanter un chemin de fer sur la voie de halage de canal de l'Ourcq, mais sans préciser quel système pour prendre les petites courbes. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que dans cette période où on a tellement de choses qui doivent encore être définies, y compris sur la forme des entreprises. Et par exemple, on voit qu'on a donc un ingénieur public, un ingénieur des ponts et chaussées, qui travaille quand même pour la compagnie qui doit proposer un projet pour cette ligne. Et non seulement, voilà, c'est un exemple de pantouflage, de ce qu'on dirait aujourd'hui, où voilà, un ingénieur public, mais qui agit dans le privé, qui a des textes très riches pour sa vision de rôle de chemin de fer. C'est quelqu'un qui avait écrit sur les chemins de fer dès le début des années 30 sur le chemin de fer de Londres à Liverpool et de Baltimore et Ohio. Donc, comme chevalier, fasciné par ce qui se passait aux États-Unis. Mais l'autre question qui m'a fasciné un peu ici, c'est qu'on voit que derrière Cordier, en fait, il y avait un autre ingénieur qui dictait un peu son projet, qui était un ingénieur civil, donc,
qui enseignait aussi à l'école centrale, qui est Émile Vounier. Et donc, au cours des débats, il émerge de l'ombre, en fait. Au début, il a son rôle de directeur de l'exploitation et de l'entretien des canaux de l'Ourcq et de Saint-Martin. Il intervient en tant qu'ingénieur du canal. Et puis, quand il voit que dans le texte, la proposition de Cordier, notamment que Cordier va dire qu'il est important d'avoir un chemin de fer et non pas le transport des matières, des vidanges par bateau, parce qu'en nettoyant les bateaux, les matières des vidanges peuvent tomber dans le canal de l'Ourcq et infecter l'eau potable du canal de l'Ourcq. Immédiatement, la direction du canal de l'Ourcq va intervenir et dire non, c'est inexact, et on voit Cordier un peu disparaître des débats pour être remplacé par Vounier. Donc je pense qu'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. C'est quelqu'un donc ce qu'on voit aussi, c'est que ces ingénieurs qui sont en concurrence pour ce marché, pour certains, ils ont vraiment une énergie et un grand niveau d'implication pour se critiquer les uns les autres, et aussi pour montrer combien ils sont au courant de ce qui se passe ailleurs, très précisément et concrètement. Flachat, il va parler du chemin de fer du canal de Bolton et Bury en Angleterre, et dire mais ça ne marche pas, le Schuylkill en Pennsylvanie, ça ne marche pas, c'est impossible, on ne peut pas avoir un chemin de fer sur un canal économiquement, physiquement, c'est impossible. Vounier, qui va dire que lui, il est au courant aussi de tous ces exemples, va montrer dans les pages des annales des ponts et chaussées que, au contraire, si on sait de quoi on parle vraiment pour un canal, on sait bien que c'est tout à fait possible. Donc il y a vraiment un débat technique de haut niveau et où on voit que ces ingénieurs aussi étaient très au fait de ce qui se passait dans d'autres pays. Enfin, donc il y a le dernier arrivé dans l'histoire, c'est donc Claude Arnoux, qui avec un projet extrêmement léger finalement, de 6 pages, alors que les projets de Flachat et Baud avaient plus de centaines de pages, c'était très très développé. Lui, il dit que j'ai pas eu le temps, mais prenez quand même. Donc il a un dessin vraiment très, très beau, qui montre la gare du chemin de fer de Paris de style mauresque. Donc, mais lui, il a l'avantage d'avoir vraiment un système pour prendre des petites courbes qui convainquent notamment le Conseil général des ponts et chaussées. Et on voit que jusque dans les années 1850, on continue à l'étudier, à la perfectionner, à publier des articles sur ce système. Donc c'est juste pour dire d'une part qu'il y a cette archéologie des documents, on a un morceau du temps passé, parfois en lisant tout ça, on se sent dans la pièce avec les personnes en présence. Je suis vraiment très reconnaissant au Presse des Ponts et à Laurent Deschrivière d'avoir accepté de reproduire d'ici une centaine de pages d'annexes pour que le lecteur puisse vraiment voir la texture et le ton de ces débats, parce que c'est très très riche. Et donc je suis très reconnaissante parce que aussi on voit que ces documents sont très riches, mais c'est toujours la partie émergée de l'iceberg, et il y a une partie qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des mystères pour moi. Le Conseil général des ponts et chaussées va élaborer un système pour pondérer le poids des différentes caractéristiques des projets, et puis aboutir à projet Arnoux. C'est le projet Arnoux qui doit être mis en œuvre. Et puis, coup de théâtre, le ministre arrive et dit non, ça ne peut pas être le projet Arnoux, c'est l'autre, c'est Cordier-Vounier qui doit être imposé. Et puis, les chambres les représentants disent qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier le projet, et donc ils refusent de considérer, et tout tombe à l'eau, en fait. Donc, c'est un projet fantomatique, pour l'expression de Francis Bossier. Donc, et ça disparaît, et tout ce qui s'est passé, c'est
dans les coulisses et on le saura peut-être un jour, mais ce n'est pas dans les documents. Par contre, le projet de Arnoux, qui n'a pas été réalisé pour Meaux, a quand même été mis en œuvre pour une ligne quelques années plus tard, en 1945, pour la ligne d'Orsay, la ligne Paris. Ligne de Sceaux. Mais c'est la compagnie Paris-Orsay au départ. Donc c'est la ligne de Sceaux avec sa gare de tête à d'Enfer-Rochereau, avec le plan caractéristique en raquette. Finalement, c'est la gare sur cette ligne, le type de gare pour Paris-Meaux, qu'on retrouve mise en œuvre pour la ligne de Sceaux, avec la gare de Denfert-Rochereau, avec ce plan caractéristique en raquette, qu'on voit donc dans le détail de ce beau tableau de Navelay. C'est la vue de Paris depuis Montgolfière pour l'exposition universelle de 1855. Voilà, donc j'ai pris un peu plus de temps que prévu, je suis désolée, mais voilà, donc on passe la parole à... Merci Karen, bravo. D'abord, merci à Karen de m'avoir permis d'être là ce soir. Je voudrais commencer par dire que je suis personnellement attaché à l'Ourcq, pour 2-3 raisons que je vais vous rappeler rapidement. Pas seulement le canal, mais aussi la rivière d'Ourcq, qui prend sa source dans un vallon du plateau Briard, au nord de la Marne, et puis qui va ensuite s'écouler dans le sens du bassin versant. Et alors, l'Ourcq m'a intéressé tout simplement parce que pendant 10 ans, j'ai habité à Château-Thierry. Alors Château-Thierry, sur la vallée de la Marne, au sud de Château-Thierry, on trouve les vallées de la Dhuys et du Surmelin, dont les eaux sont captées pour alimenter les réservoirs de Ménilmontant à Paris. Et puis au nord de Château-Thierry, on trouve évidemment l'origine du canal de l'Ourcq au Port-au-Perche. Donc l'Ourcq prend sa source, c'est un petit cours d'eau, un ruisseau. Et puis à partir du canal, évidemment, c'est quelque chose de très différent. Mais on n'est pas à Meaux. On est très très en amont de Meaux. Et alors, pour l'Ourcq, c'est pas seulement un projet fantomatique, comme vient de le rappeler Karen, c'est 2 projets fantomatiques. C'est-à-dire que au début des années 1820, 1824 très exactement, un ingénieur des ponts et chaussées, encore un, Pierre-Simon Girard, forme le projet d'un canal qui s'appelle le canal de Soissons. Donc vous voyez le bassin versant de la Marne et de l'Oise et de la Seine, tout ça s'écoule vers l'ouest. Et ce canal de Soissons, c'est un barreau nord-sud qui prend son origine au Port-au-Perche, c'est-à-dire à l'origine du canal de l'Ourcq, et c'est un prolongement du canal de l'Ourcq, au même gabarit, qui remonte vers le nord, qui va traverser Soissons, qui va recouper l'Aisne, qui va prendre la vallée de l'Ailette et ensuite aller vers l'Oise. Et quel est l'intérêt de ce canal pour Pierre-Simon Girard? C'est tout simplement de capter tous les flux de marchandises qui viennent du nord et de l'est en amont de Paris, plutôt que de les voir arriver en aval de Paris à Conflans-Sainte-Honorine, où il faut à ce moment-là remonter le courant. Et remonter le courant à l'époque, c'est la famille du marinier qui tire quand il n'y a pas le cheval. On va dire ça comme ça. Ça résume sûrement un peu, mais il n'y a pas de traction. Il n'y a pas de traction avec des moteurs. Donc l'idée en 1820, c'est effectivement d'inverser en quelque sorte et de se placer dans le sens du courant pour alimenter Paris. Et donc le canal de l'Ourcq, c'est l'amorce de ce projet du canal de Soissons. Naturellement, le canal de Soissons ne va pas voir le jour, c'est l'autre projet fantomatique. Donc l'Ourcq a suscité beaucoup d'inventions, beaucoup de rêves aussi, d'une certaine façon. Et puis, sur l'Ourcq, il y a aussi quelque chose de tout à fait intéressant, mais qui a fonctionné. C'est une espèce de funiculaire entre le plateau de la forêt de Villers-Cotterêts et le fond de la vallée de l'Ourcq. Il y a un dénivelé de l'ordre de 100 mètres, une espèce de funiculaire pour descendre les troncs d'arbres. Et le canal de l'Ourcq a servi à du flottage de bois. Voilà. Donc en fait, c'est un lieu qui a visiblement suscité beaucoup d'inventions à une époque où... Alors, ça a fonctionné, ce fameux plan incliné, pour descendre le bois avec
avec des chariots qui descendent, un contrepoids qui remonte, enfin ça ressemble en fait effectivement à une sorte de funiculaire. Voilà, alors voilà la raison pour laquelle finalement l'Ourcq me fascine depuis longtemps. Et en 2005, dans la revue d'histoire urbaine, je découvre l'article de Carène, déjà sur ce sujet-là. Et moi je l'ai lu en 2005. Je connaissais peut-être même pas encore Carène en 2005, mais je connaissais son article de 2005. Ça veut dire que 20 ans, presque 20 ans après, finalement, on a là quand même de l'opiniâtreté pour... Bon, Carène a beaucoup creusé, et du coup, moi, je suis fasciné par ce livre. Alors maintenant, sur le livre lui-même, qu'est-ce que j'ai retenu ? Qu'est-ce qui a retenu vraiment mon attention, c'est cette histoire, cette notion de chemin de fer imparfait. J'ai adoré cette notion de chemin de fer imparfait, c'est l'expression de l'époque. C'est pas nous qui inventons ça. Nous, projet fantomatique, ça c'est nous. Les chemins de fer imparfaits, c'est là. Et alors, c'est l'histoire du petit rayon de courbure. Et je pense que effectivement, on est au tout début du chemin de fer, finalement. Enfin, il y a quand même déjà un petit peu de choses qui sont faites, mais... Et le petit rayon de courbure, c'est, comme le chemin de fer atmosphérique, c'est la réponse à la question du relief. Et c'est peut-être que ça qui m'a intéressé, moi, comme géographe, on dit, finalement, quand on construit un réseau terrestre, on se bat avec le relief. Et donc, la sinuosité, d'un côté, c'est le système Arnoux, enfin, quelques autres, mais surtout le système Arnoux, et quant aux pentes, c'est le chemin de fer atmosphérique. Et ce que je trouve fabuleux dans le livre, c'est il y a 3 pages, alors j'ai lu plein de choses, mais il y a 3 pages au début qui sont fabuleuses, c'est François Arago qui raconte en quelque sorte, bon je vais résumer, hein, il raconte en quelque sorte qu'on pourrait combiner le chemin de fer atmosphérique, qui est la spécialité de Paul Smith si vous ne le saviez pas encore, combiner le chemin de fer atmosphérique avec le système Arnoux. Alors je ne vois pas très bien ce qui peut sortir de ça, pour moi c'est un peu la carpe et le lapin, mais il faut se replacer dans l'époque. Aujourd'hui, ça nous paraît totalement baroque. Un baroque, ça veut dire complètement irrégulier, comme ça. Bon. Et effectivement, et Arago défend ça, et il va défendre ces 2 systèmes parce qu'il les défend au nom de l'invention, de l'innovation. Et toute une partie du livre nous fait découvrir des inventeurs qui inventent des machines bizarres, des systèmes... Alors, certains, effectivement... fantomatique jusqu'à un certain point, pas vraiment, parce qu'ensuite, donc Arago arrive à arracher l'idée qu'il faut expérimenter. Donc on est vraiment dans l'expérimentation de terrain. Et donc le chemin de fer atmosphérique, mais là, Paul est en train de me dire, avec ses yeux, mais c'est mon sujet. Non, oui, bien sûr, c'est le chemin de fer entre Le Pec et Saint-Germain-en-Laye. Et puis d'autre part, le chemin de fer le système Arnoux, effectivement, c'est la ligne de Sceaux. Donc ces 2 choses-là, séparément, ont quand même fait l'objet d'une mise en œuvre. Alors ça ne dure pas très longtemps, parce qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que probablement on sait faire mieux, peut-être probablement plus simple, et surtout de façon plus systématique. Voilà, donc dans le livre, alors on trouve ça. Alors je n'ai pas encore eu le temps d'aller retrouver le vrai discours de François Arago, mais j'ai vu qu'il y a les indications de bas de page qui sont extraordinairement précieuses dans le livre, vont me permettre de retrouver effectivement le discours d'Arago, parce que voilà, donc là j'ai quelque chose pour un peu plus tard. Voilà. Donc ça c'est la première question. Voilà, c'est la recherche finalement la recherche de l'atténuation du relief par des moyens techniques. Et c'est ça qui nous ramène à ce que Carène a évoqué, c'est l'idée du chemin de fer par les plateaux ou par les vallées. Alors, si on enlève la question de la démographie et de l'économie, on voit bien que ce sont les vallées qui ont construit les chapelets de villes et de bourgs pour l'essentiel. On voit bien que sinon, passer par les plateaux, ça va tout droit, mais ça crée du besoin d'ouvrage d'art. Il va falloir franchir des vallées, et là, il y aura de la pente, si on n'a pas l'ouvrage d'art. Et puis, par les vallées, la question, c'est la sinuosité. Et donc, je relève dans le livre, en effet, que Carène, qui a lu, effectivement, le discours d'Arago, Arago dit, regardez le chemin de fer de l'Est jusqu'à Château-Thierry, justement. C'est un chemin de fer, c'est une ligne de chemin de fer qui est dans la vallée de la Marne. Il faut franchir la Marne 6 fois. Tout simplement pour éviter de suivre
tous les méandres de la Marne qui sont à un rayon assez court. Et donc Arago dit, avec le système Arnoux, justement, on évite complètement d'avoir tous ces ouvrages d'art à construire. Donc on voit bien que ce jeu entre le relief et le tracé de la voie, ça passe par, à un moment donné par la recherche du petit rayon. Mais Jean-Paul Lesca, qui est là, me dirait, c'est pas compliqué, si les Suisses ont fait beaucoup de voies métriques, il y a sûrement quelque chose qui tenait aussi de cette idée-là, hein, ce jeu avec le relief, effectivement, qui permettait des rayons plus courts. Alors, dans le livre, il y a une page, moi, qui a retenu donc mon attention, c'est la page 363, parce que, alors je ne peux pas à la fois ouvrir la page 363 et lire le micro, mais ça fait rien, je la connais par cœur. C'est la page où Karen reproduit le fameux tableau comparatif entre les différents projets. Et là, je vois bien qu'on est dans des choses qu'on sait faire aujourd'hui à peu près de la même façon. Et alors c'est là qu'on voit quand même, dans les différents projets, rayon de courbure de Flachat, 1000 mètres, pas en dessous. Rayon de courbure alors celui-là, là. Oui, Ici, il est à combien de mètres, celui-là? C'est écrit tout petit. Hein. 50 800 mètres. Voilà, 800... 50 800. Voilà. Et quant à Arnoux, c'est 50 mètres le rayon. Donc on voit quand même bien l'enjeu qu'il y a. Ah oui, ça c'est le tracé, pardon. Voilà, donc le rayon de courbure de Arnoux, 50 mètres, il n'y a pas photo, si je puis dire familièrement, avec les autres qui sont proposés. Et Flachat, il est sur le système ferroviaire habituel, un rayon de courbure de 1000 mètres, c'est déjà un rayon assez court. Donc on voit très bien l'intérêt pour ce canal. Alors, quand j'ai bien regardé tout ça, il y a une question qui me vient, mais tu l'as abordée quand tu as parlé du tracé par les plateaux ou par les vallées. Je me dis, mais pendant ce temps-là, que se passe-t-il? Pendant ce temps-là, on est en train de concevoir l'étoile de Legrand. Ça veut dire que ce chemin de fer, finalement, qui est un chemin de fer suburbain, qui va finir par être, bon, on ne le fera pas, mais il est conçu comme une espèce de ligne, un peu comme Saint-Lazare à Saint-Germain-en-Laye, où ça ne va pas plus loin. Un peu comme la ligne de Sceaux, où ça ne va pas plus loin. C'est un peu suburbain, parce que ce ne sera jamais l'amorce de la ligne Paris-Strasbourg. Alors c'est là, en effet, que moi j'ai des lectures qui ressemblent aux tiennes, sauf que moi j'ai que 2 livres. Toi, tu en as plusieurs dizaines. La fameuse thèse de 1932, je crois, de Louis-Maurice Jouffroy, dont tu as montré la couverture tout à l'heure, qui montre bien que pendant ce temps-là, effectivement, alors le livre le montre bien aussi, pendant ce temps-là, on est en train de concevoir l'étoile de Legrand. À 2 années près, je pense que l'étoile de Legrand est prête avec ses grandes artères et puis ce projet aussi qui va du Havre à Marseille. Bon, pendant ce temps-là, donc, on est en train de concevoir chez les gens sérieux, d'une certaine façon, ce qui va devenir le réseau ferré français. Et c'est là que je me dis, effectivement, c'est des chemins de fer imparfaits, ils sont un peu en marge, c'est très bizarre, la façon dont s'articule ce projet sur Paris-Meaux, dont certains pensent que ça peut être l'amorce de Paris-Strasbourg, quand même, assez longuement, assez durablement. Bon, et voilà, et je me dis, avec le recul, je me dis, ça c'est quand même quelque chose qui m'a franchement beaucoup étonné, qu'on puisse poursuivre à ce point aussi longuement. Et là, les annexes, en effet, permettent de voir à quel point on a une très très grande précision dans l'analyse argumentée de ces différents systèmes. Et pendant ce temps-là, j'ai envie de dire, les gens sérieux sont en train de construire l'étoile de Legrand. Et ça, c'est quelque chose qui je sais pas, ça me touche. Ça me touche d'un point de vue presque affectif, quoi, de voir à quel point on peut poursuivre des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment l'époque des inventeurs. Et je crois que ça correspond bien au trou dont tu parles dans les travaux, où finalement, après, on n'aura pas trop de problèmes. Mais là, il y a une période, une espèce de marécage dans l'histoire. Hein. Et là, effectivement, tu as plongé dans ce marécage. Alors, il faut vraiment que vous lisiez toute cette partie sur les inventeurs. Alors, il y a des inventeurs, et en plus de ça,
Karen, qui est aussi une sociologue, pas seulement une historienne, elle dit, regardez, il y a des inventeurs, ils pensent qu'on ne les aime pas. Les ingénieurs ne les aiment pas parce qu'eux, ils ne sont pas ingénieurs. Ça revient plusieurs fois, il y a des autodidactes qui ont inventé des trucs fabuleux. Hein, évidemment qui ne marcheront jamais, mais des trucs fabuleux. Et les ingénieurs des ponts et chaussées ne les aiment pas. Et Arnoux, il est bien apprécié des ingénieurs des ponts et chaussées parce que lui, il fait partie de cette communauté, de cette corporation d'une certaine façon. Alors, il y a aussi beaucoup de vivants dans le livre, et c'est ça que moi j'ai apprécié. Il y a de la technique avec des schémas auxquels on ne comprend rien, enfin moi en particulier, mais je n'étais pas tout seul. Et puis, il y a du vivant. Donc ça veut dire que, franchement, on peut prendre ce livre par différentes entrées, et moi, je n'ai pas tout à fait fini de tout lire. J'ai énormément butiné dans le livre, mais je crois que je vais le garder encore un certain temps, et il va remplacer finalement avantageusement l'article de 2005, qui était 5-6 pages, ou peut-être une dizaine de pages. Voilà, Karen, ce que j'ai vu dans ce livre. Merci beaucoup, Francis. Merci, Francis. On passe directement le micro à... Petite incise Bertrand. en parenthèse, quelque part je mentionne là, donc Émile Vouigné, quand même, a dessiné un projet Paris-Strasbourg en chemin de fer atmosphérique. Oui, oui. Paris, Il a fait des essais à Saint-Ouen pour mélanger les deux systèmes. jusqu'à Strasbourg. Hein. Pardon. Le tremblement. Oui, très heureux d'être ici ce soir avec Karen, que je connais depuis de très longtemps. Je me souviens très bien de la sortie de son livre qui faisait autorité sur les gares de Paris. Je suis moi-même pas mal servi pour mon bouquin sur les gares. À l'époque, je faisais d'autres expositions, d'autres livres avec la délégation à l'action artistique à la ville de Paris. Donc, ça a été une bonne occasion de se croiser déjà, donc 87, ça fait déjà un certain temps. Et donc, je suis très heureux d'être présent ici pour dire plusieurs choses sur l'intérêt que ce livre lourd et dense et volumineux et vraiment passionnant a suscité chez moi. D'abord, j'ai apprécié le fait que ce livre est parti, comme l'a dit Karen, d'une découverte d'un fonds d'archives. Et je voudrais insister sur le métier d'historien. Il se nourrit bien sûr des travaux précédents, des autres historiens ou d'autres chercheurs, mais il se nourrit aussi beaucoup des archives qui vont parler, qui vont donner aussi des indications inédites, qui vont permettre d'interprétations peut-être nouvelles, en tous les cas plus objectives, si on peut le faire. Et je pense que ce travail n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu ce fonds d'archives à Pierrefitte. Alors Pierrefitte, c'est un peu loin, mais une fois qu'on y est, on est bien reçu, on est bien installé. D'ailleurs, c'est un lieu plutôt agréable pour travailler. Et je trouve que ça fait vraiment honneur aussi au métier d'historien. Et aussi l'idée que ce fonds d'archives, il est relatif à une période assez courte, de la monarchie de Juillet. Comme Karen l'a bien dit, la restauration de la monarchie de Juillet, c'est deux périodes un petit peu plus faibles au point de vue densité historiographique, le premier ou le second empire. Mais ce sont des périodes absolument passionnantes parce que je les trouve d'une certaine manière très modernes, enfin, très actuelles. Il y a beaucoup de débats à cette époque, et en particulier celui sur les chemins de fer, en particulier, comme on le voit dans le livre, sur les projets pour le chemin de fer du canal de l'Ourcq, qui sont extraordinairement, à mon avis, présents encore aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est déjà une autre manière de décrire l'histoire, de lire l'histoire, de faire ce lien avec les archives, les documents qu'on a pu recueillir. Ils ne sont pas forcément complètes, lacunaires, il faut les interpréter. Il y a des choses aussi qui restent mystérieuses dans les rapports, notamment les rapports sociaux entre les gens, etc. Mais bon, on peut lire quand même pas mal de choses dans ces archives. Déjà, ça c'est vraiment une première chose qui m'a beaucoup intéressé. La deuxième chose, c'est que, évidemment, ce livre est focalisé sur une histoire particulière de projet avorté pour un chemin de fer qui n'a pas eu lieu, certes, mais qui éclaire, je trouve, de manière très intéressante tous les débats sur l'instauration des chemins de fer en France, la desserte de l'Est, puisqu'on avait assez tôt, même avant l'étoile de Grand, imaginé qu'il y avait effectivement des directions cardinales qui rayonnaient à partir de Paris, même s'il y avait la transversale au sud du Midi, mais il y avait quand même en prélude cette loi de 42, puis l'étoile de Grand qui a été fondatrice en quelque sorte du réseau ferré français, donc assez centré sur Paris. Et donc cette desserte de l'Est, eh bien, ce débat sur l'Ourcq, il fait partie de ce, comme on vient de le dire, de ce débat sur comment accéder à Paris par l'Est, par le Sud-Est, par le Nord-Est. On retrouverait d'ailleurs des débats assez proches, je trouve, dans la desserte de Paris par l'Ouest, par exemple, le passage par les plateaux pour desservir Rouen, par Cirqueux, ou par le Sud, par la vallée de la Seine, tout simplement,
On trouverait même avec la Bretagne la pince de crabe au nord et au sud pour les servir là, les côtes bretonnes. Donc c'est des débats qui sont très, très intéressants à l'époque pour comprendre comment d'abord Paris a déjà un rôle tout à fait central, que ces gares qui vont toutes être implantées juste à l'intérieur des limites de Paris à l'époque, qui étaient le numéro des fermiers généraux, qui n'étaient pas encore les fortifications de tiers, qui n'étaient même pas construites d'ailleurs, eh bien, comment cette structuration du territoire national à partir de la centralité parisienne va se mettre en place. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est qu'elle met bien en valeur, Karen, l'extraordinaire créativité des ingénieurs de l'époque. Alors, créativité technique, avec des technologies ferroviaires variées, diverses, et bien sûr, ces ingénieurs voyagent, beaucoup de missions en Angleterre, perso, bien sûr, non seulement des chemins de fer, mais on dirait même de l'industrie, hein, c'est plus large. Voyage aux États-Unis, Michel Chevalier, qui est proscrit en quelque sorte, et puis qui obtient une espèce de sauf-conduit de mission pour aller un peu l'éloigner pour des raisons politiques, comme d'autres ont été, comme Léonce Reynaud, qui a été exclu de l'école polytechnique en 1823, je crois, pour des raisons politiques, qui sera réintégré dans le corps des ponts et chaussées qu'en 1830, après la Révolution de Juillet. Donc il y a quand même beaucoup d'intérêt, bien sûr, de cette corporation d'ingénieurs qui est à la fois des ingénieurs, bien sûr, des ponts et chaussées. Il y a un cours de chemin de fer qui est instauré assez tôt par Père Denay, je ne sais pas plus la date précise, mais assez tôt à l'école des ponts. L'école centrale n'a pas encore produit les ingénieurs qui vont être les moteurs du développement des chemins de fer sous le Second Empire et après. Bien sûr, parce qu'elle est créée en 1828, 29, donc les premières promotions sortent plutôt en 31, 32. Et donc on a des ingénieurs civils, on a des ingénieurs aussi importés d'Angleterre. Beaucoup d'ingénieurs viennent d'Angleterre, notamment dans les chemins de fer, pour apporter leur savoir-faire technique, pas seulement sur la construction des machines, mais aussi des réseaux. Donc on a un débat qui est à la fois un débat théorique et pratique. C'est-à-dire que l'exemple de Navier est intéressant. Navier, on trace, oui, d'abord un des fondateurs, bien sûr, de la mécanique, de la résistance des matériaux, etc., de ses équations, etc. Mais en même temps, Navier fait des projets. Il fait un projet de pont suspendu, par exemple, au niveau des Invalides. Donc c'est aussi cette capacité à mêler la théorisation, y compris la mathématisation des approches du génie civil, et les projets. Puisqu'à l'école des ponts, on travaille beaucoup en projet. En fait, on fait des projets de ponts, on fait des projets de canaux, qui est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, ces ingénieurs se sont souvent fait la main sur les canaux, sur les ponts à la fin du XVIIIe, les ponts en bois, ponts en fer. Les premiers ponts en fer sont dessinés aussi dans le contexte beaucoup de l'école des ponts. Et puis sur les canaux, qui vont être la grande affaire de la monarchie de Juillet, enfin surtout de la Restauration, avec des succès d'ailleurs assez mitigés, il faut bien le dire. Hein. Les grandes entreprises de canaux n'ont pas toujours été très, très productives. Et avec des gens que cite, comme Cordier qui est un grand promoteur, qui avait beaucoup écrit sur les canaux aussi dans les années 1820, ou Minard, qui est un des fondateurs, ou en tous les cas des grands promoteurs de la cartographie statistique, avec ces grandes cartes dans lesquelles ou des schémas où il mêle l'approche géographique et l'approche quantitative sur beaucoup de sujets relatifs aux productions, à l'économie, aux échanges. Le quatrième point que je trouve extrêmement intéressant dans ce livre, et sous-jacent dans ce livre, c'est un livre qui illustre bien la complexité des débats qui ont lieu à cette époque. Et cette complexité, je la trouve absolument actuelle aujourd'hui. Complexité sur la technique, sur les techniques. Les débats techniques ne sont pas aussi tranchés qu'on pourrait l'imaginer par une rationalité qui serait souveraine. Complexité politique, administrative, économique, bien sûr, et quels sont les choix à faire. Et d'ailleurs, on voit que dans le projet du canal de l'Ourcq, l'intérêt économique n'a pas toujours été premier, mais quand même sous-jacent, quel bassin va desservir, quelles industries, y compris exportatrices de Paris, des boues et des déchets de Paris qu'on pourrait exporter, mais on pourrait aussi importer d'autres choses. Donc il y a cet aspect, bien sûr, de l'économie qui est présente, et on analyse aussi, et je pense que le tableau dont on a parlé tout à l'heure est très intéressant, le tableau Excel avant la lettre, où on pondère les différents critères d'appréciation des projets avec des coefficients, et ensuite on leur donne une note à chacun, et on fait la note finale, et c'est là qu'effectivement Arnaud apparaît comme le meilleur, mais que l'administration va décider autrement. C'est pas nouveau non plus. Et puis, ce qui est plus difficile, et qui est tout de même sous-jacent, c'est tous les réseaux d'influence, les réseaux d'abord, les relations entre ingénieurs ou ingénieurs avec le politique, avec l'administratif, avec les propriétaires, enfin, ou les intérêts économiques. Donc on sent qu'il y a des réseaux très importants, des influences, des intérêts communs, des intérêts personnels parfois qui prévalent sur l'approche purement, je dirais, d'intérêt public. Encore que, il y a des grands esprits. Arago, je rappelle qu'Arago a fait en 1839 un grand discours devant les deux chambres pour que l'État français achète l'invention du daguerréotype, inventé par Niepce puis par Daguerre, et Daguerre hésite, etc. Et finalement Arago
propose que l'État rachète, pas besoin de prendre un brevet, on achète l'invention et on divulgue toute l'invention. On la met dans le domaine public directement. Il a raison, parce qu'il y a un Anglais qui avait inventé aussi, Fox Talbot, qui avait inventé un procédé qui a voulu le breveter, il n'a jamais réussi à exploiter vraiment son brevet. Donc c'est encore là aussi une problématique assez contemporaine. Faut-il breveter une invention, ce qui semble la protéger, ou faut-il au contraire aller plus vite que les autres pour développer cette invention et innover autour de ça? Enfin, je trouve que ces débats politiques, en fait, sont très intéressants. Et ils illustrent bien, c'est le dernier point, je dirais, l'extraordinaire actualité, je trouve, des débats du canal de l'Ourcq à la lumière de notre situation actuelle. Débat entre public-privé, à la fois intérêt public et puis dynamisme privé. Débat entre technologie et puis économie. Faut-il faire des inventions rationnelles, efficaces, ou plutôt faut-il privilégier des choix économiques au détriment, etc. Débats territoriaux, faut-il privilégier tel lieu, tel secteur, ou l'intérêt plus global du territoire, qui vont se résoudre d'ailleurs à cette époque par des régimes de concession, le régime bien connu aujourd'hui. En regardant par exemple les concessions autoroutières, aujourd'hui on retrouverait beaucoup de ce qui était débattu dans les années 1830 sur le régime des concessions, où effectivement l'État délimite des territoires, comme pour les autoroutes aujourd'hui, des territoires avec une exclusivité d'une compagnie sur un territoire, avec une concession à la charge de la compagnie, bien sûr, de financer, pas forcément la construction de la ligne, parce que la construction de la ligne est souvent, les ingénieurs des ponts, en tout cas, se la réservent souvent, soit en tant que concepteur, soit même l'État en tant que constructeur, et parfois l'État vient se substituer à des compagnies défaillantes. Contrôle sur les prix, pas mettre non plus n'importe quel tarif, contrôle sur la sécurité, contrôle sur l'organisation, contrôle sur les tracés éventuellement, qui va d'ailleurs aller à un contrôle tellement... pas seulement le contrôle, mais une incitation à développer les réseaux, à faire des lignes d'intérêt secondaire, où on pourrait retrouver d'ailleurs des débats dans les années 1880 assez similaires à ceux du canal de l'Ourcq en 1830. Et donc, l'État qui force la main aux compagnies pour ramifier le réseau, pour desservir la moindre sous-préfecture en France, qui a effectivement abouti dans les années 25-30 à un réseau hypertrophié de chemin de fer en France, et à la faillite, en fait, des compagnies ferroviaires quasiment quasi-faillites, et donc à la nationalisation aussi des compagnies en 1937. Donc un débat, je trouve, intéressant entre libéralisme et étatisme, qui serait tout à fait encore d'actualité, un débat politique de l'époque, qu'il est intéressant, je trouve, de comprendre, d'analyser, comme on le voit dans ce livre, parce qu'il éclaire aussi les problématiques contemporaines, des débats dans lesquels on est encore aujourd'hui, pas seulement pour les autoroutes, mais pour beaucoup d'ouvrages, et avec... l'équation qui reste la même, l'État censé favoriser l'intérêt public, c'est vrai, et le privé qui est censé apporter des capitaux, son dynamisme, et qui sera probablement mieux géré en fonction de ses propres intérêts, mais du coup, dans la durée, au fond, avec une capacité de développer une efficacité économique à plus long terme que l'État gestionnaire. Il y a une expression, c'est pas l'État gestionnaire, c'est l'État stratège. Bon. Oui, certes. Enfin, on voit que ce débat, en tous les cas, est encore présent et qu'on peut toujours le convoquer et l'éclairer peut-être à la lumière de travaux comme celui que Karen a produit. Et puis je salue aussi l'éditeur qui a, il faut bien le dire, alors je le salue doublement parce que d'abord, il faut sortir, c'est un livre de 400 pages, très dense, très informé, très érudit, qui fera date et qui va durer aussi, parce que ce sera un livre de référence, n'en doutons pas, déjà dès maintenant. Et puis, comme je sors mon prochain livre aux presses des Ponts et Chaussées à l'automne de cette année, sur l'histoire de la photographie, je profite de ce moment pour lui rendre hommage. Et ce livre est en gestation, enfin il est fini, mais il est en train d'être préparé aujourd'hui. Voilà, en tous les cas, bravo Karen, c'est vraiment un travail superbe et qui débouche justement dans un livre, et un livre, c'est-à-dire c'est quoi? C'est un objet qui permet de communiquer, de transmettre, de partager, comme on le fait ce soir, et puis de rester aussi. Moi, je suis très attaché au livre, au papier, parce que bon, si c'était la même chose sur un site internet, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'en restera-t-il? Peut-être parti dans les limbes. En tous les cas, voilà, ça reste, et ça restera pour les générations futures d'historiens et je dirais d'amoureux des chemins de fer plus largement, ou même des gens qui s'intéressent à l'économie politique, un travail tout à fait intéressant à consulter. Merci beaucoup. Merci. Merci pour
toutes ces contributions et je suis sûr que vous êtes nombreux à vouloir poser des questions. J'aimerais juste dire au préalable à quel point moi aussi j'ai énormément apprécié ce livre où j'ai croisé beaucoup d'amis, pour ainsi dire. Également, lorsqu'on travaille dans le domaine du patrimoine, on arrive toujours à la fin de l'histoire. Hein. Et si moi je me suis intéressé au chemin de fer atmosphérique, c'est en raison de l'usine Sudac, en fait, qui introduit la notion de la transfert de l'énergie par l'air comprimé ou par l'air atmosphérique. Et si je me suis intéressé au Jean-Claude républicain Arnoux, c'est en raison de la gare de Dampierre-Boschereau, qui est le vestige de son système à raquettes. Hein. Et ça fait plaisir de voir ce travail d'historien, qui n'est pas un travail sur le patrimoine, mais un travail d'historien qui permet d'aller à l'origine des choses lorsque les évidences ne sont pas encore des évidences, lorsque les mots même ne sont pas encore fixés. C'est des embarcadères toujours, c'est des rails-routes, etc. Donc voilà, je voulais dire juste rajouter mon appréciation pour ton livre, Karen. Hein. Mais maintenant, des questions dans la salle. Bonjour. Salut. Je voudrais vous poser une question transversale à tous les trois sur un sujet que vous avez évoqué plusieurs fois, l'emplacement des gares. Et je voudrais vous demander si, dans les sources que vous avez consultées, il y a des indices sur une possible liaison entre l'emplacement original des gares parisiennes et la possibilité de les relier. Merci. Possibilité De les relier. De les relier. Pour les... Je ne pense pas qu'au début, on envisageait de les relier. Les débats étaient plutôt pour... c'était ligne par ligne, et puis c'était cet équilibre entre le... Début des années 50, pas à l'origine. Oui. Pas à l'origine. Ceinture, hein. Et la ceinture arrive avec l'idée de relier les gares marchandises qui étaient derrière le bâtiment voyageur. Donc ce qui est intéressant par rapport à cette question, je pense, enfin, entre autres, c'est que ce que c'est qu'une gare. Lorsqu'on pense quand on parle de gare dans la ville, souvent aujourd'hui, c'est la partie monumentale, c'est que en parlance ferroviaire, c'est le bâtiment voyageur. Les projets de gare, au début, on avait la gare marchandise, les gares voyageurs, les dépôts des machines, les ateliers, tout était sur un seul site. Alors que rapidement, il va falloir étaler, séparer les choses, non seulement avoir la gare marchandise sur des terrains derrière qui occupent beaucoup plus de place, mais parfois éloignés. Donc on va avoir Batignolles par rapport à Saint-Lazare, La Chapelle, etc. Donc moi je vois ça comme relié à la question de l'emprise des aspects plus fonctionnels de la gare dans son ensemble, et pas seulement le bâtiment voyageur. C'est vrai, voilà. Donc les liens dans Paris, c'était fonctionnel. On pensait à relier la gare de l'Est au Halles avec ce projet souterrain de Bram et Flachat. Mais voilà, je ne sais pas comment tu vois les choses. Oui, non, je dirais même que c'est presque le contraire. C'est-à-dire que, en fait, au départ, il y a des compagnies privées qui sont plutôt concurrentes, mais qui vont évidemment chercher à mutualiser les dépenses en ce qui concerne les coûts d'établissement des gares. C'est cher, il faut acheter des terrains les plus proches possibles du centre. D'ailleurs, à un moment donné, je préfère de l'Ouest, imagine de faire une gare à la place de la Madeleine, et puis après ils vont le reculer gare Saint-Lazare, rue Saint-Lazare, avant de faire la grande gare qu'on connaît. Comme on l'a cité, gare dessert du Sud-Est et de l'Est, au départ, doit être mutualisée. Et c'est l'État qui force en fait les compagnies à bien dissocier les choses pour pas qu'il y ait des compagnies qui aient trop d'intérêt et des surfaces à la fois, je dirais, d'exploitation et trop importantes. Et il faut bien penser, évidemment, il y a les gares, comme Karen vient de le dire, des bâtiments voyageurs. Derrière, il y a des gares marchandises, il y a des ateliers considérables, des ateliers de maintenance, de réparation, voire de construction, etc., qui forment une espèce de faisceau qui s'étend au-delà. Donc il faut aussi pas mal de Et ce qui va plutôt déclencher l'idée de relier les gares autrement que par la route, parce qu'évidemment, ça va être aussi l'idée qu'il faut faire peut-être des nouvelles avenues pour mieux les relier, etc., même s'il y avait déjà le circuit des grands boulevards qui le permettait physiquement, parce que les gares n'étaient pas très loin des grands boulevards. Il y a cette idée que les fortifications construites dites de tiers achevées en 1845, donc ce dernier mur continu qui entoure Paris, pour des raisons militaires, il y aura une route intérieure,
aujourd'hui, qui est aujourd'hui le boulevard dit des Maréchaux, et une desserte ferroviaire qui va être une desserte stratégique pour transporter rapidement des troupes, des munitions, etc., d'un bastion à l'autre. Et c'est ça plutôt qui va être l'amorce, du coup, qui va se raccorder assez naturellement avec les faisceaux radio qui émergent de Paris et qui vont permettre donc de relier à la fois par une petite ceinture qui va être en exploitation pour les voyageurs aussi, d'ailleurs jusqu'en 1937 ou 1939, qui va d'ailleurs recevoir aussi des trains de transit jusqu'à une date assez récente, et puis après qui va être doublé plutôt un peu plus tard par la grande ceinture parisienne qui permettra là aussi des transbordements, et puis même plus récemment par la branche TGV qui permet TGV, Lille, Lyon d'être continu en passant par Chessy. Donc il y a cette idée plutôt stratégique qui est d'ailleurs toujours une réflexion assez présente à l'esprit, parce que nous, on a plutôt l'habitude de penser nos projets civils dans des projets plutôt dans un contexte de développement pacifique. La chose militaire est quand même toujours assez présente dans ces projets, y compris dans les projets ferroviaires, notamment en ce qui concerne l'Est de la France, c'est déjà présent. Et donc, il y a cette idée de liaison entre les gares, elle n'est pas évidente. Et quand on regarde le cas d'autres villes, Bordeaux, il y a eu 5 ou 6 gares, Marseille, il y avait plusieurs gares, etc. Les autres grandes villes, Lyon, il y en a au moins 3. Donc, les autres grandes villes aussi se sont parfois posé ces questions, mais un peu plus tard. Et parce qu'il y avait aussi ce contexte de rivalité entre les sociétés d'exploitation ferroviaire qui ne cherchaient pas a priori à relier, parce que relier, ça veut dire je vais aider mon concurrent à avoir des voyageurs ou à transborder des marchandises. Je préfère que les gens se déplacent et viennent jusqu'à ma gare ou ma gare de marchandises pour, moi, pouvoir exploiter la ligne. Donc l'idée de lien, y compris d'ailleurs à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'on va avoir des réseaux radio issus de Paris qui vont se ramifier et qui vont petit à petit, bien sûr, se rejoindre, mais disons un petit peu laborieusement. Il faudra, y compris par exemple à Nantes, bien la gare du chemin de fer d'Orléans qui arrive à Nantes, après qui est devenu le chemin de fer de l'État, et pas directement connecté avec l'autre gare de Nantes. Donc il y a plutôt une idée de dissocier que de relier qui prévaut en fait à cette époque pour des raisons de concurrence. Merci. Donc, une question peut-être là. Bonsoir. Juste deux petites choses. Oui, par rapport à... Vous avez parlé de l'étoile Le Grand en 1842, qui était... Mais juste déjà 10 ans avant, vous avez cité le système de Méditerranée. Dès 1832, les Saint-Simoniens, Michel Chevalier, sous l'inspiration du Père suprême enfantin, avait déjà dessiné un chemin de fer de Londres à Paris jusqu'à même en Perse. Et malgré les apparences, ce n'était pas des plaisantins, puisqu'ils ont mis les moyens derrière pour... Là, dans la Banque impériale ottomane, c'est pas pour rien qu'il y a les frères Pereire qui, dès les années 1850, se sont attelés à créer cette banque avec des amis eux, tous membres du cercle ferroviaire, pour commencer à mettre en application les idées du Père suprême. Et il y avait juste aussi, oui, par rapport aux lignes, enfin la réflexion sur les courbes serrées, parce que la question est revenue après, en 1885, avec notamment Denis Pérouse, ingénieur qui travaille au ministère des Travaux publics et qui était secrétaire d'une commission des lignes à rayon raide, ils appelaient ça, et en 1890, et donc il a été chargé notamment d'une mission en Autriche-Hongrie pour étudier les chemins de fer avec des courbes à très faible rayon. Et en 1890, le ministre des Travaux publics a créé une commission d'études des lignes à faible rayon. Et du coup, est-ce que entre la période que vous avez évoquée et cette période-là, est-ce qu'il y a eu un trou sur cette question-là, ou est-ce que c'est un projet qui a été, enfin une idée qui a été récurrente et qui s'est manifestée de manière différente, commission ou autre chose, avant d'arriver à cette commission de 1890? Est-ce que vous avez des informations là-dessus ou... Merci. J'apprends de vous, en fait. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est une question, comme l'expliquait Francis, de coût et de l'intérêt de réduire les coûts passe par là. Oui. Moi, j'ai vu dans des conditions beaucoup plus contemporaines, avec les tramways
en situation urbaine, comme le disait déjà Daniel à l'époque, que de l'intérêt des petites courbes. Et donc, la technologie de prendre, comment prendre en toute sécurité des courbes de petits rayons, comme c'est dans l'expression de l'époque. C'est vrai que je ne sais pas. Moi, je trouve Eugène Flachat assez convaincant quand il dit que c'est la quadrature du cercle. Mais c'est vrai qu'on arrive à le faire. Donc, à partir du moment où on tranche le débat entre la voie, le gabarit britannique, 1,453 m, et puis les courbes noyant, la technologie Arnoux, eh bien tout le réseau en France va se développer sur ces bases, des bases de grande capacité, effectivement, et le territoire va être structuré d'abord dans un premier temps, comme ça, y compris jusque dans les années 1880. Et à partir du moment où on va commencer à ramifier avec le second, le troisième réseau, la loi Freycinet, etc., là on va développer une technologie un peu différente qui est les chemins de fer à voie dites métriques, à mètre plus étroits, donc qui eux acceptent des rayons de courbure plus faibles, voire des pentes éventuellement plus élevées, qui sont souvent d'ailleurs des chemins de fer au sens évidemment propre du terme, mais qui sont souvent des tramways, y compris des tramways dans les campagnes. On voit simplement des tout petits trains qui desservent sur des chemins de fer à voie métrique, y compris jusqu'au bout de l'île de Ré, jusqu'au bout de le fin fond de la campagne, parce que ces chemins de fer à voie métrique évidemment peuvent s'adapter beaucoup plus facilement au relief. Il y a des grands ouvrages d'art quand même construits pour les voies métriques. Le viaduc des Rochers-Noirs, par exemple, en Corrèze, qui a un magnifique pont suspendu type rigide, l'île d'Iscla, pour un chemin de fer à voie métrique. Donc ça n'empêche pas qu'on construise encore des grands ouvrages, mais on a un chemin de fer qui va justement pouvoir irriguer non seulement les sous-préfectures, ça c'est plutôt des grandes lignes, mais même les campagnes, parce qu'on a une technologie beaucoup plus souple, qui est plus du tout les débats qu'on avait effectivement dans les années 1830 avec le système Arnoux, mais qui est simplement résolu par l'étroitesse des voies. Et puis je parle après des deux coups-villes qui vont beaucoup servir, bien sûr, pour les chantiers, etc. Donc on a une espèce de déclinaison comme ça, mais le choix principal qui est fait dans les années 1840 sur la voie dite normale, eh bien, elle va s'instaurer, elle va structurer en fait tout le territoire jusqu'aux années 1880 et jusqu'aux ramifications secondaires du réseau. Oui, pardon. Il y a une question que j'ai toujours restée mystérieuse pour moi, c'est quand même par rapport au système Arnoux et toute cette recherche sur comment franchir les courbes de petits rayons à cette époque-là, alors que Michel Chevalier avait dessiné dans son ouvrage sur les États-Unis qu'il y avait le système avec les bogies en anglais qui permettent quand même à la voiture de tourner avec des blocs de roues et avec une sorte de cheville qui porte le wagon. Et je me souviens qu'on en parlait avec François Caron à l'époque, et on disait, mais pourquoi, puisque finalement le système avec les bogies était connu à l'époque, il disait qu'on avait déjà, son idée était qu'en France on avait déjà en place quand même des modes de fabrication qui ne tenaient pas compte de ce système, et que ça sera plus tard, dans les années 70-80, qu'on va vraiment l'adopter en France, et que c'était une sorte de dépendance de sentier quand même, c'est-à-dire par rapport à la fabrication des voitures. Donc ça, c'était l'idée de François Caron par rapport à une nouvelle approche qui arrive au dernier quart du 19e siècle. C'est juste une question. Bertrand vient d'évoquer la question de l'écartement. Et j'ai l'impression qu'au Royaume-Uni, à la même époque, moi j'ai pas vu, mais bon, j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, mais j'ai pas l'impression qu'il y a ce grand débat sur les courbures, les rayons de courbure. Le grand débat à l'époque, qui réglait plus ou moins, enfin pour un grand nombre des chemins de fer en 1845, c'est la question d'écartement. Parce que il y a Isambard Kingdom Brunel, le grand ingénieur qui fait le Great Western, qui choisit un écartement de, je sais pas, 7 pieds, quoi. Parce qu'il a une vision très aristocratique du voyage en chemin de fer, il faut être confortable, etc. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas le même débat en Angleterre sur la question de courbure. Hein. Et justement, c'est un peu cela peut-être où le travail que tu as fait pourrait bénéficier d'un peu de recherche outre-Manche,
J'y pense notamment parce que dans le domaine des chemins de fer atmosphériques qui m'a intéressé, c'est une histoire transmanche en permanence. C'est le même brevet en Irlande, en France et en Angleterre. Et il y a tous les ingénieurs qui vont en Irlande pour visiter, Flasha entre autres. Et donc, effectivement, ce livre est très franco-français. Hein. Ben oui. Ah, oui, c'est le fond qui fait ça. Hein, ça reste à... Non, mais je veux dire, toute l'étude comparative entre le développement industriel technique de la France, de l'Angleterre et du Royaume-Uni plus largement, des États-Unis et puis des autres pays d'Europe aussi, qui ont joué aussi des rôles parfois plus importants qu'on l'imagine, c'est extrêmement intéressant. C'est compliqué parce qu'il faut posséder un peu les cultures techniques de chacune, enfin maîtriser les cultures techniques de chacun des pays, les comparer, etc. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages comme ça, effectivement, et ça mériterait d'être plus éclairé, y compris dans les échanges technologiques informels, y compris dans les circulations des brevets, les circulations des revues ou des traités ou des ouvrages qui permettent bien sûr de transmettre la connaissance. Les voyages d'études, regardez un petit peu systématiquement quels ont été les voyages, et il y en a eu beaucoup, et dans les deux sens. Les apportations de techniciens, d'ingénieurs britanniques pour construire notamment la ligne de l'Ouest, ou d'ailleurs l'architecture de certaines gares sans raccord. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, et c'est une piste, à mon avis, qu'il faudrait explorer davantage, parce que je pense que ça éclairerait d'une manière d'un jour assez nouveau ce développement technologique qu'on a tendance à segmenter pays par pays, ce qui est normal, parce que c'est vaste. C'est Michel Coq qui s'est intéressé à cette question-là. Oui, c'est vrai. Y a-t-il une autre question? Est-ce que tout le monde a soif d'un cocktail léger? Je peux me souvenir de la question. Je ne suis pas du tout historienne, donc je suis un petit peu médiatrice. Alors, moi j'ai une question de compréhension qui est peut-être évidente pour tout le monde, mais au départ, donc, le débat sur le canal de l'Ourcq, donc c'est attractif de développer cette voie sur le canal de l'Ourcq. Pourquoi? Parce qu'on utilise le chemin de halage comme quelque chose qui est déjà... C'est ça, d'accord. Je me demandais pourquoi on se posait ces questions. Et sinon, le débat qu'il vient d'avoir, est-ce que ça a à voir avec la structuration du corps des ingénieurs en France, qui est peut-être quelque chose d'un petit peu particulier par rapport à l'Angleterre? Et est-ce qu'il y a une explication de ce côté-là? Est-ce qu'il y a eu ces débats qui finalement ne débouchent pas en fait? Pourquoi elle ne débouche pas? Je pense que l'intérêt pour un chemin de fer sur la voie de halage, c'était que c'est foncier, en fait, c'est le terrain appartenait déjà en fait, à Paris. Ouais. À Paris, c'est propriété de Paris. Donc, il n'y a pas d'expropriation. Ouais. Donc l'exproprier les terrains des agriculteurs, des villageois, c'était compliqué. Ouais. Et il y avait des résistances, voilà. Donc c'est pour éviter les expropriations impopulaires. Donc ça, c'était le grand argument en faveur d'utiliser un terrain déjà public. En fait. Oui, voilà. puis, un canal, c'est plat, a priori, ou presque, il y a des écluses de temps en temps, mais donc c'est relativement plat. Pas d'écluses. Donc du coup, même s'il y a des écluses à franchir, on franchit les écluses pour ce qui concerne le canal, mais qu'on peut franchir avec une plante douce en chemin de fer. Mais donc ça veut dire quelque part, on a une plateforme dont le foncier est dispo, et puis sur lesquelles on peut, alors a priori, puisqu'il y a des voies de halage aussi, implanter. Sauf qu'évidemment, il y a des courbes beaucoup plus fortes que sur le chemin de fer. C'était ça aussi le grand argument. J'ai compris le problème des courbes, voilà. mais c'est pas évident. Oui, enfin, moi je relève aussi dans le livre, il y a d'autres arguments. Alors effectivement, dans le fameux tableau comparatif qui nous a fascinés tous, il y a également écrit presque pas de pente pour Arnoux. Et il y a une autre chose dans une ligne tout en bas, quand on a bien mis ses lunettes, c'est halage des bateaux. Et ça, c'était un argument aussi intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu tout un raisonnement sur le fait qu'on pouvait se servir de ce chemin de fer comme d'un système de halage des bateaux pour augmenter la vitesse des bateaux. Et donc, finalement, donner au canal un grand intérêt pour le transport des voyageurs par rapport peut-être à la route, puisque sinon, entre le bateau sur le canal et la route, c'était la route qui l'emportait. Donc il y a toute une question de compétition entre les différents modes de transport. Alors ça, c'est bien expliqué aussi, je ne me rappelle pas de quelle page, mais enfin, on voit bien ça. Et donc, halage des bateaux, c'était quelque chose qui pouvait se faire que sur le chemin de halage. Donc c'est un avantage comparatif, si je puis dire, pour le système Arnoux, qui lui donne quelques points
dans le fameux tableau comparatif. Voilà. Donc c'est un argument supplémentaire pour essayer de trouver une solution à ces sinuosités. Voilà. Juste par rapport à ton intérêt pour le canal de l'Ourcq, j'ai appris l'autre jour que l'eau de l'Ourcq arrive à Paris à la fontaine des Innocents en 1804. Je sais qu'il y a cette belle exposition à Carnavalet en ce moment. Mais on oublie un peu que c'est un canal qui est fait pour l'eau potable des Parisiens. Et c'est là où on apprend que c'est pour le flottage des bois et surtout pour l'évacuation de ce qu'on appelle toujours pudiquement des matières. Hein. Bien précis là-dessus, c'est des matières fécales qui sont transportées jusqu'à la voirie de Bondy. Et je trouve que c'est peut-être l'un des derniers vestiges en termes de patrimoine de toute cette histoire. En dehors du canal, c'est la darse. En face de la gare circulaire, avec un petit bâtiment qui a été réhabilité récemment par Philippe Prost, qui est pour le chargement des péniches en matière, matière de vidange, comme on les appelle. Mais c'est toujours étonnant à nos yeux aujourd'hui de penser à ces usages multiples du canal de l'Ourcq. Ça, c'est du fret qui remonte. Oui. Et puis le canal de l'Ourcq, on peut rajouter même que dans la grande politique urbaine de Napoléon, il y a l'idée de créer des fontaines pour donner de l'eau aux Parisiens. C'était l'objectif. Outre le fait de reconstruire les halles pour en faire le Louvre du peuple, etc., c'était les fontaines. Et le canal de l'Ourcq avec son bassin, c'est un bassin qui alimente ces fontaines en eau potable. À l'époque, qu'est-ce qu'on avait comme source d'eau potable? La Seine, avec des porteurs d'eau qui portaient l'eau de la Seine, plus ou moins propre, etc., jusqu'au domicile. Et puis des puits, il y avait quand même énormément de puits à Paris. En général, les puits étaient mitoyens entre deux parcelles pour, disons, économiser sur le coût de forage de puits. On trouve encore beaucoup de traces sur les plans anciens depuis, et encore physiquement même, j'en ai vu un il n'y a pas si longtemps, dans le 16e, pas très loin, qui subsiste encore. Donc c'était aussi vraiment une vraie problématique de confort de vie que Napoléon voulait apporter aux Parisiens. Le canal de l'Ourcq, au départ, avant même d'être un canal de navigation, parce que de toute façon, le gabarit est relativement étroit, comme les canaux anglais à l'époque d'ailleurs, c'est des petites péniches très étroites, c'est pas des gabarits Freycinet du tout, eh bien, c'était vraiment destiné à l'alimentation en eau, d'où l'idée aussi, et ça rejoint une idée plus large, que la grande affaire des canaux sous la Restauration au début de la monarchie de Juillet, qui a plus ou moins fonctionné en France, mais sur le modèle anglais qui s'était ramifié avec un modèle anglais qui ramifiait aussi tout le territoire en petits canaux, mais assez bien desservis. On voulait transposer ça en France avec des coûts d'infrastructure beaucoup plus importants évidemment, et sur lequel c'est venu se greffer la question des chemins de fer qui a assez vite proposé une alternative économique finalement assez intéressante. Et donc là, avec le canal de l'Ourcq, on a cette conjonction des deux modes, le canal et le ferroviaire, qui est juxtaposé sur le même site. C'est assez intéressant, je trouve, de constater ça. Oui, on verra l'indication seulement en 1821. Oui, c'était un aparté. Le canal n'est ouvert à la navigation qu'en 1821. Oui, et alors, longtemps après, effectivement, dans un sens, c'est le flottage des bois, mais aussi des matériaux de construction, en particulier du gypse pour le plâtre. Voilà, donc c'est un canal important. Et tout à l'heure, je parlais de Château-Thierry. Donc voilà, à Château-Thierry au sud, j'ai parlé de la Dhuisse et du Surmelin, pour alimenter Paris également en eau potable, avec une conduite forcée, avec une pente extraordinaire qui a été calculée sur presque 90 ou 100 km. Et au nord de Château-Thierry, il y a effectivement l'Ourcq qui alimente Paris depuis plus longtemps. Donc en fait, c'est une espèce de château d'eau, cette région, pour alimenter la capitale en eau potable. Et puis je vous rassure quand même, l'eau du bassin du canal de l'Ourcq n'est plus utilisée seulement que pour l'arrosage des rues, n'est pas utilisée pour l'eau potable. Pourrait l'être peut-être, mais en tous les cas, c'est pas ça. Pour l'arrosage des rues. Voilà. On s'arrête là. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut aller. Voilà. Juste une petite. Cécile. Enfin, c'est d'ordre général, c'est pas du tout technique parce que mais je trouve qu'à s'intéresser à des projets qui n'ont pas fonctionné ou qui n'ont pas vu le jour, c'est toujours d'une richesse incroyable, plutôt que les réussites, enfin les échecs apportent... alors moi je ne suis pas du tout historienne du 19e, mais plutôt du 20e, mais au niveau de la réflexion, de la conception, des idées, ces périodes de foisonnement, de projets, c'est
faut toujours s'intéresser aux échecs. Je trouve que c'est presque souvent plus intéressant que les réussites, de ce qu'on peut en tirer sur aussi ces fonds d'archives qui n'intéressent pas au premier abord, parce que des plans, bon, oui, on en a plein, on en voit plein, mais toutes ces archives un peu détournées, l'importance de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui n'apparaît pas au premier abord comme réussi ou intéressant. Donc très souvent des travaux vraiment importants. Je pense que ton livre en a un excellent exemple. Très juste, très juste. Oui. Oui, oui. Bah, on a des exemples récents dans le domaine des transports urbains. Alors, c'est des choses qu'on va mettre en œuvre, qui ne vont pas faire école, ça ne va pas s'industrialiser. On va avoir un exemple, un peu comme la Joconde, gros. Donc, dans le domaine des tramways, le transport sur voie réservée, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un autobus électrique, articulé, mais guidé par un rail de guidage. Eh bien, il y a 2 villes en France qui l'ont expérimenté, c'est Caen et c'est Nancy. Dans les 2 cas, au bout de 10-12 ans, on arrête. À Caen, on passe à un vrai tramway, avec des vrais rails, des traverses, enfin un tramway, quoi, tout simplement. Et quant à Nancy, on va passer à un autobus normal, un autobus électrique tout à fait normal. Donc on voit, et on a des tas d'autres exemples. L'aéroglisseur, alors, exactement, l'aérotrain, tout simplement. On a des tas d'autres choses. Il y a des tas d'autres exemples. Aramis, par exemple, est un système qui a été conçu avec un site expérimental et jamais mis en œuvre parce que ça ne répondait pas aux besoins. Enfin, je veux dire qu'on pourrait dire qu'on a une longue collection de trucs ratés. Ouais. Et effectivement, voilà, ouvrir une collection des trucs ratés. D'accord. Voilà. Ouais, beaucoup plus révélateur. Oui, très juste. La voie rapide qui était sur le canal de l'Ourcq, qui mangeait. Une voie rapide sur le canal. Ah oui. Ah oui, Tout dans Paris, canal Saint-Martin plutôt. Une voie routière. Sur le canal Saint-Martin. Saint-Martin, pas l'Ourcq. Même aussi jusqu'à les Parisiens. Qu'est-ce qu'on... On va On va remercier tout le monde. Ah oui.